Notre invité du jour est Thibaut Isabelle. Il nous présente le numéro 48 de la revue Crisis qui porte sur l'économie, qui s'appelle Nouvelle économie, point d'interrogation. Alors la revue Crisis est une revue qui a été créée en 1988 à l'initiative notamment d'Alain de Benoît et qui est un peu la revue intellectuelle de la nouvelle droite. Bonjour Thibaut Isabelle. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire et ce qu'est la revue Crisis, quel est le concept de cette revue ? C'est donc une revue qui a été créée par Alain de Benoît, qui est issue de la nouvelle droite, mais Crisis n'a jamais eu vocation à être l'expression d'un courant d'idées particulier. Au contraire, ça a toujours été conçu comme une revue de débat libre avec toutes les composantes de la vie intellectuelle française. Et justement, notre objectif au sein de cette revue, c'est de confronter des gens qui n'ont pas les mêmes idées, qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, qui viennent de toutes les disciplines universitaires, de tous les milieux du journalisme, et qui confrontent leur point de vue pour poser des questions de fond sur la société française. Je pense que ce dont nous manquons le plus aujourd'hui dans le débat public, c'est d'un débat libre avec des confrontations d'idées. Partout, vous avez l'opinion dominante, et quand ce n'est pas l'opinion dominante qui s'exprime, eh bien vous avez toujours des chapelles. Nous ne défendons pas une logique de chapelle, nous défendons un débat libre pour poser les vrais enjeux, les vrais problèmes de la société française. Alors dans les auteurs qui interviennent, dans les numéros même précédents, il y a des auteurs comme Maffezoli, Jean-Luc Mélenchon, mais encore Tariq Ramadan, Régis Debray, et là cette fois-ci c'est Thomas Guénolé qui est dans ce numéro, ce qui est assez original. Alors comment on fait pour préparer un numéro comme ça? On appelle des gens, la rédaction du Monde, de Libé. Eh bien oui, on contacte les gens directement, et je suis très satisfait de voir qu'en France, il y a une ouverture de plus en plus grande. Je crois qu'il y a vraiment le souci chez beaucoup d'intellectuels, quelles que soient leurs opinions aujourd'hui, d'avoir des débats de fond, justement. Nous souffrons tous cruellement de la sceptisation des débats, que ce soit à droite ou à gauche. Les intellectuels ont envie d'avoir des espaces de liberté pour s'exprimer. Les gens qui s'expriment dans Crisis n'ont pas tous les mêmes idées, ils ne défendent pas les idées de la revue, puisque la revue n'a pas d'idées à défendre, mais simplement ils sont heureux de trouver un espace qui tranche avec le prêt-à-penser qui fait figure d'orthodoxie contemporaine. Alors c'est une revue qui est, je dirais pas complexe, mais qui est quand même pas abordable par tous. Qui sont les lecteurs de Crisis? Alors en effet, c'est un lectorat instruit, mais Crisis n'est pas une revue de spécialistes, c'est une revue intellectuelle généraliste. Il y en a très peu en France, c'est-à-dire que c'est une revue qui pose les questions sérieusement, mais qui essaie aussi de les vulgariser pour toucher tous les lecteurs curieux. Et je constate que nous avons un lectorat qui est de plus en plus diversifié, un lectorat de jeunes étudiants, mais aussi un lectorat de retraités instruits. Et nous avons des lecteurs qui viennent de plus en plus souvent de tous les bords politiques. C'est vrai qu'initialement, notre lectorat était surtout marqué à droite, c'est sans doute encore le cas aujourd'hui, mais pas seulement, loin de là. La revue est très lue dans les milieux universitaires, elle est très lue à gauche aussi. Parfois, les gens n'osent pas le reconnaître, parce que Crisis est une revue qui reste sulfureuse, mais qui est lue par les gens de gauche, ce qui prouve qu'il y a beaucoup plus de potentialité pour le débat en France qu'on ne peut le penser. Alors dans ce numéro, vous êtes à la manette pour l'introduction, vous lancez un peu vous expliquez quelles sont les interventions des différents auteurs qui participent au numéro. Alors il y a une question qui saute aux yeux rapidement, c'est la question du revenu universel. On en a beaucoup parlé pendant l'élection présidentielle de 2017 avec notamment Benoît Hamon. C'est une proposition qui est admise aussi par certains libéraux. Ça n'a pas été très bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce revenu universel? Le principe du revenu universel, qui se décline selon différentes modalités, mais enfin, la base du revenu universel, c'est que ce revenu serait attribué à tous les citoyens de manière égalitaire. Il y a différentes manières de l'envisager. Par exemple, beaucoup de libéraux défendent le revenu universel puisqu'ils mettent en avant l'idée qu'il faudrait remettre à plat toutes les aides sociales, concrètement les supprimer, et en faire un revenu universel qui donc serait attribué égalitairement à toute la population. À gauche, en général, on veut au contraire accorder un revenu universel d'un montant plus important, donc en créant des taxes pour financer ce revenu. L'idée du revenu universel, c'est que ça permettrait à chaque citoyen de bénéficier d'un matelas de sécurité lui permettant de survivre, de bénéficier de ce qu'il faut pour survivre, et qui permettrait aussi de le rendre davantage indépendant,
à l'égard de la pression des grandes entreprises. L'idée de Benoît Hamon, c'était que justement le revenu universel pourrait permettre aux salariés d'exercer une pression à la hausse sur les salaires. Pour les libéraux, en revanche, l'idée du revenu universel, c'est qu'il offrirait un matelas de sécurité aux jeunes entrepreneurs, pour qui il est souvent difficile de lancer leur propre entreprise. Or, nous vivons aujourd'hui dans une économie qui fonctionne de plus en plus sur la base de l'auto-entrepreneuriat. Donc il faut donner aux jeunes la possibilité de mettre leurs ambitions en œuvre. Le revenu universel pourrait contribuer à ça. Alors vous expliquez, pour financer ce revenu universel, il y a une phrase qui saute un peu aux yeux. Vous dites le revenu de base est considéré comme une rétribution attribuée à chacun pour récompenser la richesse sociale dont nous gratifions la collectivité. En ce sens, ce n'est plus l'exercice d'un emploi qui fait bénéficier d'un revenu, mais celui d'un travail englobant toute participation à la société. Donc participation, que vous expliquez après notamment, la participation aux réseaux sociaux, vous participez à Internet, donc vous participez aussi à une activité qui génère de l'argent via la pub, via des achats, des clics. Donc en fait, c'est une société de demain dans laquelle on vivrait, où poster des débilités sur Internet permettrait de vivre. C'est déjà un peu le cas avec YouTube. Mais bien sûr, vous savez, moi je déteste le monde de l'Internet. Alors je ne défends pas ça, effectivement. Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à la déliquescence culturelle de la société. Simplement, il faut constater aujourd'hui qu'il y a une évolution de l'économie qui fait que ce sont bien souvent nos activités de loisirs qui génèrent de très importants revenus pour des entreprises. Lorsqu'en effet vous participez au débat sur les réseaux sociaux, lorsque vous créez un site sur l'Internet, vous créez des richesses pour ceux qui font vivre l'infrastructure de l'Internet. Le paradoxe de la société contemporaine, c'est donc qu'une partie très importante des revenus de la nouvelle économie sont générés par des activités de loisirs. Or, nous ne touchons pas de revenus en tant que citoyens, puisque ce sont des activités considérées comme de loisirs. Mais à côté de ça, vous avez des entreprises multinationales très puissantes qui bénéficient de ces revenus et qui bien souvent ne payent même pas d'impôts, puisque comme elles sont déterritorialisées, elles s'implantent dans des paradis fiscaux. Nous nous retrouvons donc dans une situation où tout un pan de l'économie génère des richesses considérables sans que les États en tirent des subsides, et il y a donc un déséquilibre contre lequel il est indispensable de lutter si nous ne voulons pas voir des multinationales devenir de plus en plus puissantes et dicter leurs lois à toutes les populations de la planète. Et pour justement faire réfléchir ces multinationales qui sont notamment les GAFA, c'est dont on parle actuellement, Google, Facebook, etc., il ne peut pas y avoir de réponse uniquement française, ça peut être une réponse que continentale, puisque s'attaquer à Google, même l'Union européenne a peur de le faire. Comment faire ça paraît, parce que faire la révolution, c'est déjà très compliqué. Alors faire la révolution contre des superstructures qui sont plus fortes, qui sont plus riches que la majorité des États africains, ça paraît encore plus complexe. Mais bien sûr. D'abord, il est évident malgré tout qu'on ne peut pas faire l'impasse de négociations à l'échelle internationale. C'est pourquoi je crois que, sous cet angle au moins, l'Union européenne est utile. Je trouve qu'elle a énormément de défauts. Vous ne me ferez pas dire du bien de la technocratie bruxelloise, mais nous avons tout de même besoin de protection à l'échelle européenne pour peser dans les négociations. Mais ça sera très difficile. À côté de ça, il faut mettre en place d'autres mesures. Des taxes sur les robots, c'est ce que Benoît Hamon proposait. Alors on peut ne pas cautionner l'ensemble du programme de Benoît Hamon, c'est l'évidence, mais au moins c'est une question à poser. Il y a des entreprises qui multiplient les robots et qui donc détruisent l'emploi. Il faut que d'une manière ou d'une autre, l'État puisse toucher des prestations, des revenus de cette évolution de l'économie. Il y a un autre aspect qui est très important à mon sens, c'est le développement des coopératives. Nous vivons dans une économie où les populations sont soumises à de grandes plateformes comme Uber, par exemple. Ça développe le travail indépendant, mais dans des conditions qui sont extrêmement précaires. Il faut que les nouveaux travailleurs indépendants puissent se liguer pour défendre leurs droits et défendre leurs revenus. Et pour ça, il faut mettre en place des coopératives, et les pouvoirs publics pourraient contribuer à la mise en place de ces coopératives en les favorisant. Et là, on rentre dans tout l'aspect critique, notamment dans votre introduction, et qui est reprise par certains auteurs sur cette question de l'automatisation. Vous donnez un chiffre, notamment le fait que 42% des emplois seront perdus dans 30 ans ou dans quelques dizaines d'années. Oui, c'est ça. Les experts considèrent qu'environ 42% des emplois seront détruits en France dans les prochaines décennies du fait de l'automatisation. C'est absolument gigantesque. Alors il y a une fourchette, les experts les plus optimistes disent 30%, les plus pessimistes disent 50%, mais en tout cas près de la moitié
des emplois du pays vont disparaître dans les toutes prochaines décennies du fait du développement des robots et des algorithmes qui régissent de plus en plus l'économie. Est-ce que vous imaginez l'impact sociétal que ça va avoir? Nous traversons déjà une crise sociale qui est évidente, avec des taux de délinquance qui sont considérables, si dans quelques décennies, près de la moitié de nos emplois disparaissent. C'est de la prospective, mais en tout état de cause, au vu des développements technologiques récents, il est évident que le choc d'automatisation va être brutal. Si les pouvoirs publics ne prennent pas ce problème à bras-le-corps, nous serons confrontés à un véritable raz-de-marée social qui s'annonce incontrôlable. Qui sera fait d'une working class tertiaire avec les gens qui travaillent chez Uber, qui sont dans tous ces tout nouveaux métiers, qui travaillent chez Amazon 2 mois par an, tout ça. Vous savez, la situation actuelle ressemble de plus en plus à celle du 19e siècle, avec une minorité de grands actionnaires très fortunés et un taux de paupérisation qui s'accroît d'année en année. Il y a de plus en plus de pauvres en France, et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Ça touche les classes populaires, mais ça touche aussi et surtout, j'ai envie de dire, les classes moyennes. La classe moyenne est en train de disparaître dans tous les pays occidentaux parce qu'elle se paupérise. Non seulement les gens ont des emplois qui leur rapportent peu d'argent, mais ce sont des emplois précaires. Ça va s'accentuer dans les décennies qui viennent et il faudra donc trouver des solutions pour faire en sorte que nos classes moyennes et nos classes populaires ne disparaissent pas purement et simplement du paysage. Alors, dans la revue, il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux, ou au contraire qui ne saute pas aux yeux, c'est qu'il y a un élément qui n'est pas du tout abordé ni par vous, ni par les auteurs, ou de manière vraiment très distante, c'est la question de l'immigration. Or, l'économie et l'immigration sont extrêmement liées, sans même parler d'immigration de manière polémique ou comme on peut en parler souvent ici. Pourquoi on ne parle pas d'immigration? Il y a un problème avec l'immigration? Non, d'ailleurs, on en parle assez régulièrement dans la revue. En effet, on en parle très peu dans ce numéro, mais c'est parce qu'on avait voulu mettre l'accent sur la question de la robotisation qui nous paraît absolument centrale. Mais vous avez tout à fait raison, l'immigration est liée à la nouvelle économie. L'immigration y est liée pour beaucoup de raisons. La première, c'est que l'immigration massive qui a été pratiquée dans notre pays et qui continue de l'être sous une forme illégale favorise une pression à la baisse sur les salaires, et donc ça contribue en augmentant la main-d'œuvre disponible à diminuer le salaire qui est proposé aux salariés. Et puis, d'un autre côté, cette mondialisation de l'économie favorise aussi la délocalisation de nos entreprises nationales vers l'étranger, où elles s'implantent pour bénéficier de main-d'œuvre qui sont bien meilleurs marchés. Donc, la question de l'immigration est absolument centrale et elle nécessite des réponses économiques pour lutter contre tous les méfaits que ce système peut occasionner. Et je pense que notamment le protectionnisme économique devient un enjeu véritablement majeur. Il faut surtaxer les produits qui sont fabriqués à l'étranger et importés en France, parce que ça appauvrit nos pays. Les entreprises s'enrichissent en ne payant pas d'impôts et en confiant le travail à des main-d'œuvre extrêmement bon marché. Ce sont de véritables calamités qui nous empoisonnent. Ça, c'est un protectionnisme nationaliste de type très territorial, parce que finalement, si on fait fabriquer un produit en Seine-Saint-Denis, où c'est certaines populations qui vont le construire, de le fabriquer, ou en Pologne, où c'est d'autres populations, et certains Français se sentiront plus proches des Polonais que de la Seine-Saint-Denis. Finalement, c'est peut-être plus complexe que seulement de faire un protectionnisme territorial comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je considère que le protectionnisme, ça ne doit pas seulement être un protectionnisme national. Nous avons besoin d'un protectionnisme à géométrie variable. Il faut un protectionnisme européen pour nous protéger des autres continents. Il faut un protectionnisme français pour nous protéger des pays étrangers. Et je pense aussi qu'il faut envisager un protectionnisme local, régional par exemple, pour favoriser la réimplantation de l'économie dans les terroirs. Notre classe moyenne, je l'ai dit, a quasiment disparu en France. Nous n'avons plus de petits paysans, nous n'avons plus de petits commerçants, nous n'avons plus de petits artisans. Pourquoi? Parce que tous ces travailleurs indépendants ont été balayés d'abord par de grandes entreprises nationales et maintenant par de grandes entreprises internationales. Donc si nous voulons faire réémerger un tissu social de base de proximité, il faut envisager aussi une réimplantation de l'économie en favorisant l'économie locale et en permettant à toutes ces classes moyennes de retrouver les moyens de leur propre subsistance. Alors de cette revue, il se dégage aussi une impression, pour rester dans l'aspect un peu critique, de manque de pragmatisme. Par moment, on a l'impression que vous êtes un peu dans votre petit nuage, pas vous, mais tout le monde. C'est une revue qui est écrite par des tertiaires qui vivent dans des villes, qui sont des universitaires, des journalistes, qui soient de droite ou de gauche. Tous, finalement, il y a quand même un profil qui fait que c'est pas très working class, pas très secteur primaire.
Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion et c'est quand même pas un manque qu'il peut y avoir dans cette revue comme dans d'autres? Eh bien, vous savez, être intellectuel, ce n'est pas une tare. Ce qui est condamnable, c'est de ne pas se soucier de la population. Le drame dont nous souffrons aujourd'hui, c'est que notre classe intellectuelle, nos élites dans leur ensemble, elles sont inféodées à une idéologie qui est celle de la finance mondialisée. Nos politiciens, nos journalistes sont inféodés à cette idéologie. Nous avons besoin de mener le combat dans la sphère culturelle, dans la sphère intellectuelle, pour faire émerger de nouvelles élites qui prendront en compte réellement les besoins de la population, des classes ouvrières, des classes moyennes. Nous manquons de cela cruellement aujourd'hui, et si nous désertons le terrain culturel, nous allons le laisser à la nomenclatura qui justement boycotte le débat en France et dans tous les pays occidentaux. On ne peut pas laisser les partisans de la finance mondialisée conserver toutes les rênes du pays, conserver tout le pouvoir culturel. Il faut les combattre sur leur terrain, sur le terrain culturel et sur le terrain intellectuel. Dernière question avant de se quitter. On a eu un numéro sur la nouvelle économie. Quels sont les prochains projets de numéros pour la revue Crisis? Alors nous aurons très bientôt un numéro qui sera consacré à l'écologie et nous en aurons un autre qui sera consacré à la démocratie parce que nous vivons aujourd'hui dans des sociétés qui sont formellement démocratiques mais qui sont en réalité de plus en plus technocratiques. Le pouvoir est trop souvent arraché aux populations. Nous avons besoin en politique de rendre toute son importance à la population et au peuple souverain, de même que nous avons besoin de lutter contre la nouvelle économie pour permettre aux classes populaires et aux classes moyennes de se réapproprier leurs moyens de subsistance. Merci Thibaut Isabelle. Alors je le répète, la revue Crisis avec de nombreux auteurs que je n'ai pas cités, notamment Olivier Rey, Thomas Guénolé du Monde que j'ai cité, d'approche de la France Insoumise, Frédéric Dufoin qui écrit dans la revue Limite d'écologie et bien d'autres. C'est disponible en kiosque ou sur Internet. Oui, les gens peuvent se rendre sur le site Crisis Diffusion ou taper revue Crisis sur un moteur de recherche dont je ne citerai pas le nom. Merci.